Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour la review du mois de février, donc à savoir Night of Champions 2010. Juste avant, je devais juste à vous poser une petite question. Voilà, donc alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc avant d'attaquer la review, donc alors, normalement cette année, donc j'ai fait le calcul à raison de une review par mois. Donc j'ai deux reviews de WrestleMania qui sont prévues cette année, qui ont été notamment demandées par d'ailleurs le même abonné, donc José21, donc à savoir WrestleMania 16 et WrestleMania 24. On est au mois de mars, et comme vous le savez, le prochain pay-per-view majeur c'est WrestleMania 32. L'année dernière, pour ceux qui me suivaient déjà, j'avais fait beaucoup de reviews de WrestleMania au mois de mars. Et donc, moi ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous seriez d'accord que je fasse une review de WrestleMania au mois de mars, donc à savoir soit le WrestleMania 16 ou WrestleMania 24. Voilà, tout simplement. Est-ce que ça vous intéresse? Et si oui, vous voulez quelle review de WrestleMania? Parce que je vais pas faire les deux, je vais seulement faire une des deux. Sachant que je vais déjà faire le Rumble 2013. Donc ça ferait déjà deux reviews au mois de mars. Donc ça change rien en fait. Le truc c'est que c'est juste que j'avance l'une de ces deux reviews. Parce que au final, les reviews que je devais faire après celle du Rumble 2013 seront quand même là cette année. Donc au final, ça change pas grand chose. Et donc voilà, donc dites-moi si vous voulez ça, si jamais vous êtes d'accord, et si vous êtes d'accord, ben quel WrestleMania vous voulez que je chronique au mois de mars. Donc c'est vous qui me dites ce que vous voulez, voilà. Et bien écoutez, moi je vous propose qu'on commence la review tout simplement. Donc c'était Night of Champions 2010, donc c'était le 19 septembre 2010, donc c'était à la Allstate Arena de Chicago, Illinois, donc une arène qui accueille beaucoup de gros événements de la WWE, beaucoup de Raw, beaucoup de pay-per-view. C'est vraiment une arène qui a beaucoup servi avec la VE quoi. Alors donc c'était devant 13 851 spectateurs, donc ça en fait une bonne affluence, ça va. Donc le thème musical de ce pay-per-view c'était The Two Steps from Hell, donc c'était Free Fall. Donc c'est un thème que je vais certainement mettre en arrière dans la vidéo, en arrière son. Donc c'est un thème qui ressemble beaucoup, je trouve, à celui du Rumble de cette année. Donc c'est clairement pas un thème que vous allez réécouter parce que tout simplement il n'y a pas de paroles. Mais voilà, c'est un thème je trouve qui colle bien avec le pay-per-view. Et au moins ça nous change de Night of Gold qu'on se tape depuis au moins, je crois, au moins 4 ans. Ça doit faire 4 années de suite qu'on a le même thème pour Night of Champions. Donc ce serait bien de changer un petit coup s'il vous plaît. Enfin bref, voilà. Donc écoutez, on va commencer par le premier match de la soirée, donc c'était pour le titre intercontinental entre Dolph Ziggler et Kofi Kingston. Alors déjà, je trouve que c'était un très bon choix de mettre ce match en opener. Par contre, les gars, est-ce qu'on peut parler juste 2 secondes du look de Dolph Ziggler? Ce qu'il a là, le truc noir autour de son cou. Je m'y connais pas, mais ça fait pas un peu genre sadomaso? On dirait... Enfin... Écoute Dolph, je sais que t'as testé pas mal de looks, mais celui-là... Il était osé quand même, arriver en mode sadomaso à Night of Champions, surtout que c'était quand même PG, je trouve ça quand même moyen. Bien évidemment c'est une blague, le prenez pas mal si vous êtes fan de Dolph Ziggler, mais c'est vrai que ce look était quand même assez spécial. Donc il affrontait Kofi Kingston, donc c'est vrai que sur l'affiche ça donnait quand même envie. Alors le match a duré 12 minutes 40, donc c'est une bonne durée pour commencer la soirée. Alors mon avis c'est que c'était un bon match, un bon petit rythme. C'est vrai qu'en début de match, le rythme n'était pas vraiment là. Donc c'est vrai qu'en début de match, Ziggler a essayé de garder Kofi Kingston au sol. C'est vrai que forcément, Ziggler a voulu empêcher Kingston de prendre de la vitesse, parce que c'est là où il est le plus dangereux. Donc c'est vrai que le match, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de near fall. Donc near fall, c'est des tombées à deux en fait. Beaucoup de simplement deux, comme dirait Philippe Chiro. Et... D'ailleurs, c'était un petit peu abusé. Je sais plus d'ailleurs quelle prise a porté Ziggler sur Kingston et ça fait simplement, enfin, ça a fait 2, alors que clairement c'était pas très, voilà quoi, c'était une petite prise. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangé, beaucoup de tomber à 2, alors que là, franchement, ouais, voilà. Je trouvais qu'il y avait trop de near fall. Sinon, le match n'était pas mauvais. Donc Ziggler a conservé son titre avec un zigzag à la fin. Donc en fait, à la fin, on a en fait Vicky qui a voulu gifler Kofi Kingston. D'ailleurs, je l'ai pas précisé. Mais si jamais Ziggler se faisait disqualifier et perdait le titre, donc c'est vrai que en fait Vicky a voulu gifler Kofi, donc Dolph lui a dit non fais pas ça. Donc en fait ensuite Kingston dans la foulée a voulu porter son Trouble in Paradise, donc Ziggler l'a esquivé, et donc derrière on a eu le zigzag de Ziggler pour la victoire.
Donc c'est vrai que j'ai trouvé que le match était plutôt pas mal, il y a quand même eu un bon petit rythme, surtout en deuxième partie de match. Mais j'ai trouvé qu'il y avait trop de near fall et ça m'a un petit peu saoulé. Je trouve que des tombées à deux, ça peut vraiment donner des très bons matchs, mais quand c'est bien fait. Là j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé, je trouve. Donc j'ai mis 7 sur 10, donc c'est quand même une bonne note pour commencer la soirée. Mais clairement ce qui m'a choqué c'est le look de Dolph Ziggler, ça fait vraiment une soirée sadomaso. Et clairement c'est un petit peu spécial hein, quand même comme look. Mais voilà. Ensuite, on va continuer avec le deuxième match de la soirée. C'est un match un peu spécial, dans le sens où forcément il y avait CM Punk, donc mon catcheur préféré, à Chicago, donc forcément il s'est pris une bonne ovation. Il a fait un petit speech avant de catcher, donc il a dit qu'il adorait Chicago, donc il a dit ce qu'il aimait aller dans Chicago, donc c'est-à-dire les lieux, tout ça. Et il a dit s'il y a bien une chose que je déteste à Chicago, ce sont les habitants de Chicago. Vous pourrissez ma belle ville, enfin bref voilà, du CM Punk. Dans le texte, tout simplement. Et son adversaire, c'était le Big Show. Donc vous êtes en train de me dire que l'un des mecs, enfin en tout cas le mec le plus talentueux de la WWE à l'époque, ou en tout cas l'un des plus talentueux, on lui donne le Big Show. C'est bien. C'est très très bien. A noter en plus de ça que c'était le seul match de la soirée où il n'y avait pas de titre remis en jeu. Clairement par rapport au Night of Champions récent, c'est plutôt rare parce que souvent là à l'époque il y avait plus de titres, donc forcément c'était vraiment une nuit des champions où il y avait presque que des matchs de championnat. Actuellement c'est pas vraiment le cas, il manque des ceintures hein, quand même. Donc alors le match a duré 4 minutes 40, donc clairement vous devez vous en douter, j'ai pénalisé la note finale. Donc mon avis sur ce match, clairement c'est le pire match de la soirée. J'ai noté que donc à la fin, en plus de ça, victoire du Big Show. Donc en fait, on a CM Punk qui a voulu porter un springboard clothesline sur le Big Show. Big Show l'a contre en spear, donc spear plutôt cool, mais bon, il y avait vraiment rien de spécial quoi. Et derrière, ensuite, il enchaîne avec le KO Punch pour la victoire du Big Show. Clairement, c'est le match où je vais vraiment pas rester longtemps dessus parce que clairement, pour moi, c'est une véritable blague. De toute façon, je vous le dis, hein, je sais pas s'il y a des fans de CM Punk qui vont écouter cette vidéo, mais personnellement, en tant que fan de Punk, je vous le dis, pour moi, 2010, c'est la pire année de Punk. Il a gagné aucun titre, il a eu aucune grande victoire. Peut-être le meilleur moment de l'année 2010 pour lui, c'est au Rumble, où il a fait un bon Rumble. Mais sinon, à part ça, c'est à jeter, hein, vraiment. L'année 2010 de Punk est vraiment à jeter quand je vois qu'il se faisait ridiculiser par le Big Show. Voilà. Vraiment. On va passer au prochain match. Ah oui, j'ai oublié de donner la note. J'ai mis 3 sur 10. Parce que, voilà, tout simplement, je pouvais pas mettre la moyenne à ça. Donc voilà. Ensuite, le troisième match de la soirée, c'est un match qui m'a surpris en positif. Donc c'était pour le titre US. Donc c'était le Miz, qui à l'époque était Mr. Money in the Bank et champion US, face à Daniel Bryan. Donc c'était le premier grand match dans la carrière de Daniel Bryan à la WWE. Le match a duré 12 minutes 30, donc il a duré presque autant que le titre intercontinental. Donc déjà, je trouvais que c'était une bonne durée. Alors mon avis, c'est que j'ai été surpris en positif de ce match. J'ai préféré ce match à l'opener, dans le sens où la première partie du match, pourtant, c'était mal parti. C'est-à-dire que la première partie du match, le Miz s'en est pris pendant tout le match au bras gauche de Daniel Bryan. Et vous le savez, c'est le genre de match que je n'aime pas. Donc quand au bout de 4-5 minutes, je me suis dit ok bon, la note va pas être terrible. Mais finalement, la deuxième partie du match a vraiment été excellente, mais vraiment. C'est-à-dire que vous aviez donc à l'époque Alex Riley qui accompagnait le Miz qui était son mentor dans la saison 2 de NXT, son coach, donc qui a intervenu, tout ce que vous voulez. Et vraiment, j'ai vraiment préféré ce match au niveau de la construction par rapport à l'opener. Là, il y avait aussi des near fall, mais déjà, il y en avait moins, ils en ont moins abusé. Et surtout, le match était vraiment mieux construit, je trouve. J'ai vraiment bien aimé le fait que le Miz essaie de jouer technique par rapport au fait d'empêcher Daniel Bryan de... tout simplement, voilà, il a voulu le faire soumettre à un moment. Et j'ai vraiment trouvé ça cool. Donc, j'ai vraiment trouvé le match bien construit. Donc, au niveau de la victoire, je pense que vous devez le savoir en tout cas, par rapport au nombre de tributes qu'on a pu voir, notamment de Daniel Bryan quand il a pris sa retraite récemment. Donc voilà, victoire de Daniel Bryan, donc qui devient champion US en portant son label Lock, c'était pas encore le Yes Lock. Et j'ai noté que la salle a littéralement explosé.
Je ne sais pas si c'est parce que le Miz était vraiment détesté à l'époque ou si parce que Daniel Bryan était déjà très over, je m'en rappelle pas vraiment pour être franc avec vous. Mais c'est vrai que la salle a vraiment explosé, j'étais surpris, je pensais pas que la salle allait réagir comme ça, donc bah ça fait plaisir. J'ai vraiment bien aimé ce match, je l'ai trouvé vraiment cool. Donc j'ai mis 7,5 sur 10. Donc et de mémoire, oui, c'est le deuxième meilleur match de la soirée. Donc voilà. Ensuite, on va continuer avec un match où j'ai été plutôt sévère, mais vous allez voir pourquoi je vais l'expliquer. Donc c'était un match d'unification des ceintures, donc on avait le Divas Championship face au Women's Championship. Donc c'était la Divas Champion, c'était Melina, face à la Women's Champion, donc c'était Michelle McCool, enfin, elle formait les couilles, comme je le dis tout le temps, les couilles avec Leila, dédicace à mon pote Kevin, les couilles plutôt. Donc c'était un match d'unification, Lumberjill match, donc un match des bûcherons. Alors le match a duré 6 minutes 32, donc c'est pas très très long déjà, mais ça va, enfin je veux dire, par rapport à l'époque ça va, la durée était correcte. Mais ce qui m'a dérangé, c'est la qualité du match. C'est-à-dire que vous avez un match d'unification des ceintures, et pour moi, je m'attendais vraiment à avoir un très bon match entre les deux. Et clairement, bah non, j'ai été déçu en fait. Parce que pour moi, ce match aurait dû être vraiment bon. Enfin, je veux dire, c'est un match qui a un gros enjeu. C'est pas genre un simple match de championnat. C'est un match où on unifie deux ceintures. Donc je m'attendais vraiment à un bon match. Et finalement, j'ai vraiment été déçu. Donc en fait, à la fin, Michelle McCool s'impose en portant un big boot en plus de ça. Un big boot pour finir un match, je trouve ça vraiment faible. Je pensais qu'elle allait l'emporter que, je sais pas, le Styles Clash ou... Même pas, même pas. Big boot pour finir le match, j'ai vraiment pas aimé, je vous le dis franchement. Donc clairement ce match a pas du tout été à la hauteur de mes espérances. J'ai même été gentil, je trouve, j'ai mis 5 sur 10 et je me trouve vraiment sympa avec ce match parce que ça aurait pas été un match avec un si gros enjeu, j'aurais pas été si sévère je pense, j'aurais peut-être mis plus. Mais là, vu l'enjeu, je m'attendais vraiment à mieux et j'ai clairement été déçu. Donc voilà. Ensuite, on arrive avec le prochain match et donc c'était pour le World Heavyweight Championship dans un No Holds Barred match. Donc c'est une stipulation qui est plutôt d'actualité puisqu'on aura Brock Lesnar face à Dean Ambrose à WrestleMania dans un No Holds Barred Street Fight match. Donc c'était Kane, le champion de l'époque, face à l'Undertaker. Je vous le dis franchement, quand j'ai vu qu'on allait avoir ce match-là, je l'attendais moyen et franchement, j'ai bien eu raison. Donc le match a duré 18 minutes 30, donc c'est le deuxième plus long match de la soirée, c'est une très bonne durée. Et je vous le dis franchement, j'ai été déçu. Alors, je vais déjà vous dire la fin. Donc en fait à la fin, on a l'Undertaker qui a porté son chokeslam sur Kane. Ensuite il a voulu lui porter son Tombstone Pile Driver. Finalement Kane l'a renversé et donc lui a porté le Tombstone pour la victoire finale. Donc déjà la fin est plutôt cool, ça va. C'est pas vraiment la fin qui m'a dérangé, c'est plutôt le match en lui-même. Donc en fait, le match a commencé tambour battant puisque donc le Undertaker est le premier arrivé sur le ring. Kane donc arrive, donc vous avez l'explosion, les flammes, tout ce que vous voulez. Kane n'a même pas le temps d'arriver dans le ring que Taker l'attaque déjà. Et donc les deux commencent à se fight au niveau de la rampe d'entrée des lutteurs, quand les lutteurs arrivent en fait. Donc Kane se fait balancer dans dans le décor notamment. Donc ensuite ils ont été dans le public. Donc c'est vrai que là-dessus j'ai pas vraiment à me plaindre, c'est vrai que des fois je me plains que les catcheurs vont pas assez dans le public, ils restent trop près du ring. Là c'est vrai que j'ai pas à me plaindre là-dessus, j'ai plutôt à me plaindre au niveau de l'utilisation des armes. C'est-à-dire que vous avez un no holds barred match. Tout est légal, il n'y a pas de disqualification, les armes sont utilisables. Vous voulez que je vous dise combien d'armes ont été utilisées, vous allez rire. Hein. Donc on a eu un coup de ceinture de Kane sur l'Undertaker. Et on a eu un coup de chaise, donc je sais même plus qui l'a porté d'ailleurs, je crois que c'est Kane. On a eu un coup de chaise, c'est même pas genre deux coups de chaise, hein, c'est un seul coup de chaise. Donc clairement c'est du foutage de gueule pour moi, on a eu un coup de chaise dans un no holds barred match, c'est du foutage de gueule. Je sais qu'on en pidgera mais quand même quoi, enfin un coup de chaise les gars, c'est n'importe quoi je trouve. Vraiment j'ai été déçu. Quand j'ai vu qu'il a porté son coup de chaise, je me suis dit non il va quand même pas y avoir que ça comme utilisation. Et bah si. Donc déjà qu'In-Ring c'était pas la folie. Mais enfin j'ai envie de vous dire, In-Ring j'ai pas vraiment à me plaindre. Dans le sens où normalement, vu que c'est un no holds barred et que donc ça peut devenir un street fight au final, c'est plus une fight qu'un combat de catch, je me suis dit on va avoir des armes d'utiliser. Et bah là non. C'est à dire que
admettons qu'ils se seraient plus concentrés dans le ring et qu'on aurait eu des choses de dingue, ça va. Mais non, c'est-à-dire qu'on n'a eu ni un très gros in-ring, ni d'utilisation d'armes. Donc au final, la stipulation n'a pas vraiment été respectée. La seule chose qui a été respectée, c'est qu'ils ne sont pas restés près du ring et qu'ils ont été dans le public et vers la rampe d'entrée. Mais c'est quand même assez maigre. Donc j'ai mis 6 sur 10, c'est pas une mauvaise note, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Donc voilà, victoire donc, de Kane qui conserve son titre en portant le Tombstone Pile Driver sur Taker. Dédicace à Jeremy Kane fan, ça a dû lui faire plaisir. Mais c'est vrai que le match était pas fou, quoi. Clairement, j'ai connu mieux, j'ai connu pire, mais clairement, ouais, c'est maigre. C'est maigre. Je suis désolé d'être peut-être... Enfin non, je me trouve même pas sévère. Enfin, je veux dire, pour moi, voilà, la stipulation n'a pas vraiment été respectée, donc j'ai mis 6 sur 10. Ensuite, on avait un 5-team turmoil match, donc c'était un match à 5 équipes, donc pour les titres par équipe, donc détenus par la Hart Dynasty. Donc je vais rappeler vite fait ce que c'est un turmoil match. Donc en fait, vous avez deux équipes qui commencent, et donc à chaque fois qu'une équipe est éliminée, vous en avez une autre qui arrive jusqu'à ce que la cinquième arrive et que vous avez donc la finale entre les deux dernières équipes. Donc je vais résumer le match au niveau des entrées. Donc pour commencer, on a eu la Hart Dynasty face aux Usos, et ça va peut-être vous surprendre, mais ce sont la Hart Dynasty qui se sont fait éliminer. Donc clairement, déjà on savait qu'il allait avoir un changement de titre. Donc ensuite, face aux Usos, on a Santino Marella et Vladimir Kozlov, sacrée équipe quand même. Donc ils se sont fait rapidement éliminer par un Samoan Drop. Donc voilà. Ensuite, la troisième équipe à rentrer, donc c'est Evan Bourne et Mark Henry qui ont éliminé. Enfin, la quatrième équipe plutôt qui est arrivée, donc c'est Evan Bourne et Mark Henry. Association assez what the fuck, je trouve. Qui ont éliminé les Usos avec un Airborne de Evan Bourne. Et finalement, donc en finale, on avait Evan Bourne et Mark Henry face à Drew McIntyre de Chosen One, hashtag BigLOL, et Cody Rhodes. Alors, donc on a eu une finale où en fait Cody Rhodes et Drew McIntyre se sont concentrés pendant les trois quarts de la finale entre guillemets sur Evan Bourne. Finalement, Evan Bourne a réussi à faire le tag avec Mark Henry. Mark Henry a fait le ménage sur le ring. Donc en fait, à la fin, on a Mark Henry qui a porté Evan Bourne. Donc Evan Bourne allait faire un gros splash duo de Mark Henry. Finalement, donc on a Drew McIntyre qui a voulu intervenir. Finalement, donc Evan Bourne est tombé de Mark Henry. Et finalement, Cody Rhodes en a profité pour porter son Crossroads sur Evan Bourne pour la victoire finale. Donc nouveau champion par équipe, Cody Rhodes et Drew McIntyre. J'ai trouvé donc que le match était plutôt pas mal. J'ai mis 7 sur 10. J'ai pas mis plus. Le seul défaut que j'ai trouvé à ce match, c'est qu'il n'a pas pour moi été assez long. C'est-à-dire que le match a duré 11 minutes 40. Et c'était un match à 5 équipes, turmoil en plus de ça. Je pense que le match aurait franchement pu durer genre un quart d'heure. Et à la rigueur, au lieu de faire le Big Show CM Punk qui pour moi servait absolument à rien, pourquoi ne pas avoir mis ces 5 minutes là en plus dans ce match? Ça aurait vraiment été cool. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revoir la Hart Dynasty, même s'ils sont pas restés très longtemps. C'était une équipe que j'aimais plutôt bien. D'ailleurs, Tyson Kidd a fait une très jolie prise à un moment sur les Usos. Il a fait un moonsault du haut de la troisième corde. Pas genre du côté du ring, hein, c'est-à-dire la corde en plein milieu du ring. Donc c'était vraiment très impressionnant. Grosse prise de risque de la part de Tyson Kidd. C'est un catcheur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, apparemment, il pourrait peut-être prendre sa retraite. Je l'espère pas pour lui, en tout cas c'est un catcheur que j'aime beaucoup et qui est très mal utilisé. Enfin, voilà, pour moi c'est vraiment un bon catcheur qui a toujours fait des bons matchs par équipe, qui a eu d'ailleurs deux très bonnes équipes avec Cesaro et David Hart Smith. Donc voilà, 7 sur 10, 11 minutes 40, et puis voilà. Et enfin, on arrive au main event of the evening, donc c'était pour le WWE Championship dans un 6-pack challenge match. Donc on peut se le dire, du très lourd. Donc on avait Sheamus à l'époque qui était le champion face à Chris Jericho, Edge, John Cena, Randy Orton et Wade Barrett. Donc clairement le seul catcheur à l'époque, et d'ailleurs c'est toujours actuel, qui n'a jamais été champion poids lourd, c'était Wade Barrett. Donc c'est vrai qu'à l'époque je me serais certainement dit pourquoi pas une victoire de Wade Barrett. En tout cas bref, le match a duré 21 minutes 30, donc c'est le match le plus long de la soirée. D'ailleurs pour moi c'était le meilleur match de la soirée. Donc je vais vous dire donc l'ordre d'élimination.
Donc alors le premier éliminé c'est Chris Jericho qui s'est fait éliminer au bout de 1 minute 30 par Randy Orton avec un RKO. Là par contre c'est le seul coup de gueule entre guillemets de ce match. Le seul point négatif c'est l'élimination de Jericho. Qui se fasse éliminer en 1 minute 30, c'est une chose. Par contre le selling c'en est une autre. C'est-à-dire que le mec se prend un RKO, donc 1, 2, 3, et genre allez 5 secondes plus tard on fait un gros plan sur Jericho qui se relève. Enfin, qui était à genoux, qui était totalement conscient, et qui se fait « What ? Je suis déjà éliminé ?» C'est pas très logique, pas très crédible en fait. Au niveau du selling, c'est vrai que j'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est vraiment pas crédible. Enfin bref, voilà. Donc, ensuite, le deuxième éliminé, c'est Edge, qui s'est fait éliminer par John Cena, avec un Attitude Adjustment, au bout de la 15e minute. Le troisième éliminé, c'est John Cena. Donc John Cena s'est fait éliminer par Wade Barrett, avec un Wasteland. Assez surpris que Cena se fasse spin... clean entre guillemets, qui se fasse spin quoi par un Wasteland. C'est vrai que le Wasteland, je suis pas trop fan comme prise. Que ce soit un coup spécial entre guillemets, ça me dérange pas, mais une prise de finition, je trouve pas cette prise très impressionnante quoi. Donc au bout de 19 minutes, à savoir que la Nexus donc a intervenu, forcément, hein, c'était normal. Finalement donc, je vais l'expliquer, donc finalement, Wade Barrett a voulu se retourner contre Randy Orton. On se disait putain mais qu'est-ce qu'il va faire, donc il avait Wade Barrett et donc les 4 autres membres de la Nexus qui étaient contre lui. Et finalement, on a Superman himself, John Cena, qui a pris une chaise et donc qui a viré toute la Nexus limite à lui seul. Finalement, donc, ensuite Randy Orton a porté un RKO sur Heath Slater et derrière a enchaîné avec un deuxième RKO sur Wade Barrett. Donc pour l'élimination de Wade Barrett au bout de 20 minutes 30. Et donc la finale, c'était entre Sheamus et Randy Orton. Donc ensuite on a donc eu un Brogue Kick de Sheamus, limite vraiment derrière, juste après l'élimination de Wade Barrett. Brogue Kick de Sheamus, finalement Randy Orton se dégage. Finalement ensuite on a Sheamus qui a voulu porter son High Cross, RKO. Randy Orton s'est dégagé du High Cross, enfin il a plutôt esquivé, contré le High Cross. Ensuite a enchaîné avec le RKO pour la victoire finale. Donc voilà, nouveau WWE Champion, à l'époque c'était The Viper, The Apex Predator, Randy Orton, qui était le mec le plus applaudi des 6, ça m'a surpris, mais c'est vrai qu'à l'époque il avait fait un face turn entre guillemets. Donc ouais, le mec le plus over, devant Cena, devant les autres, donc c'est vrai que c'était un petit peu surprenant quand même. Donc j'ai mis 8 sur 10 pour ce match, je l'ai trouvé franchement pas mal. C'est vrai qu'il y a également eu un moment une petite alliance entre Sheamus et Edge. C'est vrai qu'après j'ai trouvé que le match était plutôt pas mal. Après franchement, j'ai trouvé qu'ils auraient quand même pu faire mieux par rapport aux catcheurs qu'on avait et tout. Je pense qu'ils auraient pu faire quand même mieux. Mais le match était quand même bon, je vais pas cracher là-dessus. Donc j'ai mis 8 sur 10, 4 étoiles sur 5, c'est quand même une bonne note pour finir donc la soirée. Donc pour moi c'est clairement le meilleur match de la soirée. Donc voilà, donc ma review est terminée. Donc quand on fait le cumul des notes, j'arrive à une moyenne de 6,2 sur 10. Je trouve que la note est peut-être un petit peu trop sévère, dans le sens où quand même j'ai trouvé que le pay-per-view en général était quand même plutôt pas mal. J'ai été voir sur le site Cage Match, donc c'est un site où les utilisateurs peuvent noter les pay-per-view. J'ai regardé que la note de Night of Champions 2010, donc tous les utilisateurs, toutes leurs notes confondues, on arrive à 6,7 et je serais plutôt d'avis de suivre l'avis de ce site. C'est vrai que 6,2 c'est un poil sévère quand même, je trouve. C'est surtout la note du CM Punk Big Show en fait qui fait vraiment qui fait tomber la note finale. Donc mon avis en général c'est que c'est quand même un bon pay-per-view. Il y a quand même 7 matchs dans la soirée et on a quand même 4 bons matchs. Donc le match pour le titre intercontinental, le match pour le titre US, le match pour les titres par équipe et le match pour le titre WWE. Pour moi ces 4 matchs sont vraiment bons. Ensuite on a le Punk Big Show qui est clairement le pire match de la soirée. Ensuite on a le match Diva qui est clairement pas à la hauteur de mes espérances. Et enfin le No Holds Barred entre Kane et l'Undertaker qui remplit pas son rôle pour moi en fait. Je m'attendais pas à avoir du 5 étoiles dans le ring, ça j'en étais certain. Je veux dire voilà, c'est logique. Mais j'espérais quand même plus d'armes, plus d'utilisation. Ce que je veux dire par là c'est que c'est The Brother of Destruction. On a Kane qui est un démon, tout ce que vous voulez, Taker c'est un croque-mort, From Death Valley. Et au final, on a une chaise de servie. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est pas logique. Moi je m'attendais à beaucoup plus en fait.
J'attendais beaucoup plus de ce match au niveau de la violence. Et niveau violence, même si c'est la PGRA, j'ai franchement rien vu. Rien vu. C'était limite un match normal, sauf que voilà, il n'y avait pas de décompte extérieur, c'était limite ça quoi. Donc j'ai été vraiment déçu de ce match, j'attendais quand même plus. Mais sinon, c'est un pay-per-view que je vous recommande, il est quand même solide, avec vraiment 4 bons matchs et 3 autres matchs qui sont quand même en dessous. Mais au final, ça fait quand même 4 bons matchs sur 7, donc ça va. 6,2 sur 10. Donc voilà. Donc écoutez, donc cette review est terminée, donc je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view si vous l'avez déjà vu. Quel est le match que vous avez le plus aimé, le match que vous avez le moins aimé, qu'est-ce que vous pensez des résultats, enfin bref voilà. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, tout ce que vous voulez. Ma prochaine vidéo, ce sera 5 dates sur la carrière de Shawn Michaels, donc je ne sais pas quand elle sortira. La semaine prochaine, mais je peux pas vous dire de date. Prochaine review, c'est le Royal Rumble 2013. N'hésitez pas à donner également votre avis par rapport à la review sur WrestleMania. Je me ferai un plaisir de la chroniquer. Dites-moi lequel vous voulez, si jamais vous voulez, hein, parce que si jamais vous voulez pas, bah, je ferai la review qui était prévue à la base, c'est pas grave. Et puis voilà, moi je vous dis donc à la prochaine, prenez soin de vous, salut.